Frotter sa cervelle contre celle d'autrui. C'est ce qu'écrivit Montaigne il y a plusieurs siècles maintenant. C'est son expression. Lui-même a beaucoup voyagé en Allemagne, en Suisse et en Italie, et à cette époque c'était toute une aventure. Le voyage à l'étranger, disait-il encore, est une invitation à devenir soi-même un étranger pour les autres. Avec Montaigne pour guide, la beauté du voyage, c'est donc de partir à la découverte de ce que l'on ne connaît pas encore sur soi-même. Le voyageur reste ouvert à l'inconnu, là où le touriste reste dans les sentiers battus des parcours tout tracés. Avant de partir à Verdun, je ne savais pas que j'allais m'y rendre. Durant la route, je ne savais pas pourquoi je m'y rendais. À la fin de ce voyage, je pense que j'ai découvert une petite partie de moi-même que j'ignorais. Montaigne continue à dire « Je sais bien ce que je fouille et non pas ce que je cherche. » Eh bien voilà une sagesse du voyage. Ce qui nous fait voyager au fond, c'est l'ignorance. À quoi bon voyager si l'on sait déjà tout et tout ce que l'on peut trouver? Alors bon voyage. Je suis enfin arrivé à Horn après une cinquantaine de kilomètres à vélo. Horn était vraiment alors un vrai bourg, plus grand que tous les autres. Au cours de son histoire, le château de son seigneur subit le même sort que durant la Première Guerre mondiale, en février 1653, lorsqu'il fut pris puis détruit par les troupes lorraines catholiques, alors que lui défendait fermement le protestantisme. À la moitié du XIXe siècle, il comporte 1367 habitants. Les 750 habitants en 1914 sont réduits à un exode rural dû à la guerre, qui alimente en main-d'œuvre les grands centres industriels en pleine croissance à la fin du XIXe siècle. Vous devez imaginer l'acharnement de l'artillerie allemande qui détruisit ce village comme bien des siècles auparavant il fut détruit encore. Il y a des lieux martyrs, il y a des peuples martyrs, comme actuellement le peuple arménien ou le peuple ukrainien. Aujourd'hui, je me trouve à une vingtaine de kilomètres de Verdun. Il me semblait important de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont décédées durant ce conflit qui a duré 5 bonnes années. Et particulièrement ici, car la guerre des tranchées a malheureusement coûté la vie à de millions de soldats, de jeunes plus particulièrement. Et là, devant moi, c'est le PC du colonel Drian. Il y avait ici un poste d'observation et un poste de relais téléphonique. Et ils ont intercepté les communications allemandes et ils ont pu prévenir l'armée française de l'imminence de l'attaque allemande sur Verdun. C'est très, très émouvant, très impressionnant d'être dans ce lieu qui nous fait vraiment penser au conflit actuel en Ukraine où les soldats se battent encore maintenant, plus d'un siècle plus tard, dans les tranchées. Je vais vous montrer l'intérieur du PC. Imaginez le nombre d'hommes qu'il y avait ici, dans le froid, dans la boue. Et ici, l'escouade du
du colonel Drian a certainement entendu les obus siffler au-dessus de leur tête. Les cris, les personnes blessées ou mortes. Le 21 février 1916, le lieutenant-colonel Drian se lève très tôt. Il regarde le ciel splendide, le soleil brillant d'un hiver. Il ôte son alliance et la remet à son secrétaire. Il dit alors : « Si je suis tué, vous irez la remettre à Madame Drian, s'il vous plaît. » Il monte au bois des Cors, à cheval, suivi par son palefrenier. Il est 6h45. Il se rend auprès d'une compagnie en réserve qui construit un boyau de communication sous les ordres des lieutenants Leroy et Simon. Il fait interrompre les travaux et ordonne à la compagnie de rejoindre ses emplacements de combat. Les premiers obus tirés par l'artillerie allemande éclatent dans les bois des Cors, alors qu'il dialogue avec ses officiers. C'est le déclenchement de la bataille de Verdun. Et aujourd'hui, je suis devant son PC, au colonel Drian. Ce matin-là, il entend les premiers obus. C'est comme si je les entendais aussi. Cela siffle, la terre tremble. Ces hommes ont peur, mais il les galvanise, car il leur dit « L'heure est venue pour les gradés chasseurs des 2 bataillons de se préparer à l'action et pour chacun de réfléchir au rôle qui va lui incomber. Il faut qu'à tous les échelons, on soit pénétré, que dans une lutte aussi morcelée que celle qui s'apprête, nul ne doit se retrancher derrière l'absence d'ordre pour rester inerte. Multiples sont les interrogations et les interruptions de communication fréquentes. Des occasions où les portions d'effectifs se trouveront liées et livrées à elles-mêmes. Il dit alors à ses hommes : résistez, arrêtez l'ennemi par tous les moyens. Doit être la pensée dominante de tous. Les chasseurs se rappelleront surtout que dans les combats auxquels ils ont assisté depuis 17 mois déjà, ils n'ont laissé entre les mains de l'ennemi d'autres prisonniers que des blessés. Les chasseurs ne se rendent pas. Il se rend alors auprès d'une compagnie en réserve, la 56e et la 59e bataillon de chasseurs à pied, qui à l'époque sont l'élite de l'armée française. Installés dans un compartiment de terrain peu favorable, ils luttent, ils résistent. Les chasseurs de Drian assument l'effort de l'offensive et redirigent ensuite leur énergie vers Verdun le 21 février 1916. La résistance ici dans le bois des Cors fut héroïque. Et si aujourd'hui je me tiens dans cette maintenant magnifique et majestueuse forêt du bois de Cors, il faut penser à tous ces hommes qui ont péri, tous ces hommes qui ont été blessés, à tous ces hommes qui ont encore dans leur tombe les stigmates de ces souffrances. Ils se posent certainement encore la question : pourquoi la guerre ?
Pourquoi s'opposer par la violence? Pourquoi mourir alors que la plupart avaient 17, 18, 19, 21 ans? Pourquoi? Pourquoi? Je vais reprendre mon vélo. Je vais reprendre ma balade, encore remplie d'émotions